Tout le monde répète que le mouvement est terminé. Il se trompe. Et le plus effrayant, c'est ceci. Les plus grandes erreurs concernant l'argent ne se produisent pas lorsque le prix est ennuyeux. Elles surviennent juste après qu'un chiffre marquant soit publié. Tout le monde se sent intelligent et la foule commence à se féliciter comme si la partie était déjà gagnée. C'est à ce moment-là que les gens cèdent leur position à quelqu'un d'autre juste avant que la prochaine vague ne les emporte. Au moment où j'enregistre ceci, c'est le vendredi 23 janvier 2026 et il est exactement X0. Bienvenue sur le réveil financier où nous décryptons les marchés pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous trouvez de la valeur dans ce genre d'analyse concrète du marché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines mises à jour. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points de manière rapide et claire. Premièrement, je vais analyser ce que cette dernière flambée de l'argent nous révèle réellement et pourquoi les prises de bénéfices que vous observez ne signifient pas automatiquement que la fête est finie. Deuxièmement, nous examinerons la relation or-argent et ce qu'elle signale discrètement sous le bruit ambiant. Et troisièmement, nous parlerons du métal oublié qui a tendance à se réveiller tardivement puis à sprinter comme s'il essayait d'attraper un train, car s'il commence à bouger, euh, cela change la façon dont vous percevez l'ensemble du complexe des métaux précieux. Ces derniers temps, l'argent n'a pas seulement augmenté, il a explosé, a atteint directement cette zone psychologiquement importante, près des seuils élevés à 2 chiffres, puis a commencé à faire ce que les marchés font toujours après un sprint, reprendre son souffle. Certains célèbrent, d'autres paniquent. Et au milieu, une chose étrange se produit dans le monde du détail. Acheteurs et vendeurs apparaissent simultanément, tous convaincus d'être les plus intelligents. Si vous voyez des gens revendre leur métal aux revendeurs, comprenez bien une chose. Tout vendeur ne signale pas un sommet. Dans la vie réelle, les gens vendent parce que le loyer a augmenté, les courses ont augmenté, une voiture est tombée en panne, les remboursements de dettes les étouffent, ou simplement parce que la vie a ses imprévus. C'est la partie de l'histoire qui n'apparaît jamais sur un graphique, mais elle est bien réelle. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous pouvez observer une forte pression vendeuse au moment même où le scénario haussier structurel reste intact. Voici le piège. Le cerveau humain aime les récits simples. Le prix a beaucoup monté, donc il doit s'effondrer. Ce n'est pas de l'analyse. C'est une histoire que vos émotions vous racontent pour que vous vous sentiez en contrôle. Avant d'aller plus loin, je dois attirer votre attention sur le jeu que le marché joue juste après une forte hausse. Il commence à produire des raisons de vous faire partir. Un graphique effrayant, un titre dramatique, une voix confiante affirmant c'est le même film qui recommence. Parfois, c'est de la manipulation, parfois, c'est simplement une correspondance paresseuse de motifs. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Les gens abandonnent des positions solides parce qu'ils recherchent un soulagement émotionnel. Voici la leçon essentielle pour survivre sur le marché de l'argent. Arrêtez de penser à un seul résultat. Pensez en termes de scénario. Un scénario est l'ascension progressive, des sommets plus élevés, des corrections difficiles, puis une nouvelle hausse. Un autre scénario est la stagnation. Le prix reste calme pendant des semaines ou des mois et l'ennui secoue la foule. Et le troisième scénario est le coup de poing en pleine figure. Quelque chose se brise dans le système plus large, une vente forcée frappe tout et l'argent chute, même si la configuration à long terme reste intacte. Si vous n'êtes préparé qu'à l'ascension progressive, le coup de poing en pleine figure vous fera capituler au pire moment possible. Alors, construisez votre plan pour le scénario difficile, pas pour le facile. Maintenant, je veux aussi m'adresser directement à ceux qui ne possèdent pas encore de métal. Je vous vois,
Vous attendez la correction parfaite. C'est normal. Mais c'est aussi ainsi que les gens manquent des phases entières, car les marchés ne vous offrent pas des points d'entrée parfaits selon un calendrier. Ils vous donnent des entrées inconfortables. Pour la plupart des gens, la meilleure approche est donc ennuyeuse mais puissante. Étalez vos achats, divisez-les en plusieurs étapes. Décidez des règles avant que les émotions ne fassent leur apparition. Et n'immobilisez jamais de l'argent dont vous pourriez avoir rapidement besoin, car le marché aime forcer les ventes au pire moment. Devenons pratiques un instant. Il existe deux mondes de l'argent qui se superposent. Le monde du papier est rapide, liquide et violent. Les contrats à terme et les options peuvent faire osciller le prix comme une boule de démolition. Le monde physique est plus lent, mais c'est lui qui alimente réellement les usines et remplit les coffres. Lorsque la pression s'y accumule, elle se manifeste dans la réalité par des primes, des retards et une disponibilité difficile. Ne vous contentez donc pas de regarder le cours au comptant. Observez les frictions du monde réel. Si le prix marque une pause, mais que le physique reste tendu, ce n'est pas anodin. C'est un ressort qui se comprime. Et oui, vous verrez des revendeurs mettre en avant certains articles de semaine en semaine, pièces de monnaie populaire, or fractionné, anciennes pièces d'argent dont le prix est fixé à l'once. Parfois, ces offres sont des déstockages. Parfois, c'est du marketing. Parfois, c'est les deux. Utilisez cela comme un rappel. Soyez intentionnel. Achetez avec une raison. Vendez avec une raison. Ne laissez pas l'engouement être la raison. Élargissons maintenant notre perspective sur le ratio or-argent, car c'est là que la prochaine surprise se cache souvent. Dans les anciens systèmes monétaires, les gouvernements tentaient de fixer le ratio à des niveaux stables, souvent autour de 15. Sur les marchés modernes, il peut s'étirer à des niveaux extrêmes en période de peur, car l'or est traité comme un refuge et l'argent comme une matière industrielle. Ainsi, lorsque ce ratio se contracte à partir de niveaux très élevés, ce n'est pas seulement l'argent qui monte, c'est un changement de psychologie, passant de la protection à la réflation. Mais voici la subtilité. Après une forte baisse du ratio, il marque souvent une pause. Pendant cette pause, l'or peut sembler reprendre le dessus pendant un certain temps et les gens l'interprètent à tort comme un échec de l'argent. Cette mauvaise interprétation est précisément ce qui réinitialise le positionnement pour le prochain envol de l'argent. Parlons maintenant de ces chiffres cibles gigantesques que les gens se lancent. L'argent pourrait-il atteindre des prix nominaux délirants dans un monde où l'unité monétaire est diluée? Bien sûr, les chiffres nominaux peuvent s'emballer lorsque l'unité de mesure se réduit, mais courir après un chiffre n'est pas un plan. Un chiffre ne vous dira pas quand le marché est en surchauffe, quand les médias sociaux le transforment en culte, ou quand l'effet de levier devient un piège explosif. Observez plutôt le comportement. Les fourchettes quotidiennes s'élargissent-elles rapidement? Voyons-nous des bougies verticales implacables? Les gens empruntent-ils pour acheter du métal parce qu'ils ne peuvent pas perdre? Ce sont là les signes de danger. Permettez-moi maintenant de répondre à deux questions que je reçois constamment. Premièrement, l'ai-je manqué? Vous n'avez pas manqué un prix. Vous avez manqué un chapitre précoce. Les chapitres se répètent. Si vous voulez entrer, utilisez la discipline, pas le désespoir. Deuxièmement, devrais-je me tourner vers l'or parce qu'il semble plus sûr? L'or est généralement moins violent, c'est pourquoi il mène souvent en premier. L'argent a généralement un potentiel de mouvement plus élevé, c'est pourquoi il surperforme souvent plus tard. Votre répartition devrait correspondre à votre tolérance au risque. Si la volatilité vous fait paniquer, penchez pour l'or. Si vous pouvez tolérer des baisses pour un potentiel de hausse plus important, gardez l'argent dans votre portefeuille. Beaucoup de gens font les deux et rééquilibrent lorsque le ratio devient extrême. Une question plus importante que presque personne ne pose, mais qui devrait l'être. Et si les changements de politique devenaient chaotiques? En période de stress, les gouvernements peuvent modifier les règles,
le traitement fiscal, les rapports, les mouvements de capitaux, voire l'accès. Je ne dis pas que cela arrivera demain. Je dis que votre plan ne devrait pas dépendre de la stabilité et de la prévisibilité de toutes les choses. C'est pourquoi je continue de souligner l'importance de la communauté et de l'éducation et pas seulement des graphiques. Un dernier mot sur le platine, puisque nous l'avons évoqué. L'opportunité est qu'il est rare et qu'il est parfois réévalué en fin de cycle. Le risque est qu'il soit lié à la demande industrielle et qu'il puisse prendre du retard si la fabrication ralentit. Traitez-le donc comme un actif satellite, pas comme votre investissement principal. Voici l'élément de suspense que nous allons garder pour le reste de cette vidéo. Le prochain mouvement qui choquera les gens n'arrivera pas quand tout le monde sera excité. Il arrivera quand la section des commentaires se calmera et que la foule s'ennuiera. Une dernière chose avant de nous replonger, gardez un œil sur les rendements réels et la liquidité. Lorsque les rendements réels diminuent, les métaux ont tendance à respirer plus facilement. Lorsque la liquidité s'assèche, même les actifs solides sont vendus pour lever des fonds. C'est pourquoi vous pouvez observer un mouvement de baisse brutale qui semble illogique sur le plan fondamental, puis un fort rebond lorsque la pression de financement s'estompe. Si nous subissons à nouveau ce genre d'assainissement du marché, la question clé ne sera pas pourquoi a-t-il chuté, mais qui a été contraint de vendre, car les ventes forcées créent des opportunités pour les acheteurs préparés et récompensent la patience plus que la prédiction. La meilleure façon de l'envisager est de séparer deux forces. La première force est la foule des traders. Ils chassent la dynamique, ils utilisent l'effet de levier et ils traitent l'argent comme un jeton de casino. Ils peuvent faire bouger le prix à court terme, surtout lors de périodes de faible liquidité. La deuxième force est l'économie réelle. Les fabricants, les affineurs, les transformateurs, les ateliers de frappe, les grossistes et les personnes qui ont besoin d'onces réelles, pas d'un graphique. Ce sont les forces qui comptent lorsqu'un marché est tendu. Lorsque ces deux forces s'alignent, vous obtenez un mouvement violent. Lorsqu'elles s'affrontent, vous obtenez des mouvements erratiques, des retournements brusques et le genre de bougie qui pousse les gens à abandonner au pire moment possible. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à quelque chose qui semble ennuyeux, mais qui est en réalité crucial. Quelle part du mouvement vous attend encore lorsque un marché commence à s'incurver à la hausse? Il existe une vieille idée en trading selon laquelle la majeure partie des bénéfices d'une grande tendance ne se réalise pas de manière uniforme. Elle arrive tardivement. Elle se concentre dans une fenêtre de temps compressé. La dernière tranche du mouvement tend à générer un pourcentage disproportionné des gains totaux. C'est pourquoi tant de gens font tout correctement pendant des mois, puis vendent juste avant l'accélération finale. Mais soyons honnêtes, ce concept peut devenir une drogue. Les gens entendent que la dernière étape arrive et ils déconnectent leur cerveau. Ils cessent de gérer les risques. Ils commencent à fantasmer. Et le fantasme est la façon dont les marchés haussiers vous volent votre argent. Je vais donc vous donner un cadre qui vous permettra de rester sain d'esprit. Premièrement, acceptez que rien ne monte en ligne droite, ni l'argent, ni l'or, ni rien d'autre. Les marchés bougent comme un escalier en plein tremblement de terre. Une montée, puis une secousse, puis une nouvelle montée. Deuxièmement, lorsque vous voyez une forte poussée suivie d'une stagnation, ne demandez pas est-ce fini. Demandez plutôt le marché digère-t-il ou est-il en train de rompre. Ce sont deux choses différentes. La digestion ressemble à un prix qui se maintient à des niveaux plus élevés, à une volatilité qui se calme, à des baisses qui sont rachetées plus rapidement qu'auparavant et à une vente panique qui échoue à provoquer un effondrement durable. La rupture ressemble à des rebonds ratés, à des pics de volume sur les mouvements de baisse et à un marché qui peine à reconquérir des niveaux clés qui agissaient autrefois comme support. À l'heure actuelle, ce que nous avons observé est plus cohérent avec une digestion qu'avec une rupture nette.
Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas subir de corrections brutales. Cela signifie que la structure n'est pas automatiquement brisée simplement parce que le graphique a cessé de monter verticalement. Et cela nous amène à la couche suivante. Les gens adorent comparer la situation actuelle à 1980 ou 2011, comme si l'histoire était une photocopieuse. Mais le marché ne vous doit aucune répétition. Il rime, bien sûr, mais les instruments changent, les acteurs changent et les rouages changent. En 1980, il y avait des forces spéculatives concentrées qui tentaient de dominer un marché dont la dynamique des stocks était encore différente. En 2011, il y avait une machine mondiale, risk on, risk off, dominée par la politique des banques centrales, les flux d'ETF et une économie qui n'était pas aussi dépendante des technologies gourmandes en argent que le monde l'est aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est différent de trois manières fondamentales. Premièrement, l'argent est intégré dans les infrastructures modernes. On le trouve dans l'électronique, les réseaux électriques, les applications médicales, les processus chimiques et surtout dans le développement des énergies propres. Les panneaux photovoltaïques solaires, en particulier, sont gourmands en argent et même une petite utilisation par unité s'accumule lorsque la production est à l'échelle de centaines de millions de panneaux. Cela ne signifie pas que la demande est infinie. Cela signifie qu'il existe une demande industrielle de base qui n'existait pas à la même échelle lors des cycles précédents. Deuxièmement, le système financier est plus endetté et plus fragile. Cela compte car lorsque l'effet de levier se dénoue, tout est vendu, y compris les métaux précieux, indépendamment des fondamentaux. Vous pouvez donc voir des chutes qui semblent illogiques si vous ne regardez que l'offre et la demande. Troisièmement, la confiance est plus faible. Les gens sont plus conscients de la dilution monétaire, de l'expansion de la dette et de la boîte à outils politique utilisée à maintes reprises. Cette prise de conscience modifie les comportements. Elle ne rend pas les gens plus intelligents, elle les rend plus réactifs. Et les foules réactives créent de la volatilité. Maintenant, voici un élément de suspense avec lequel vous devez composer. Le moment le plus dangereux d'un marché haussier de l'argent est lorsque l'or commence discrètement à surperformer à nouveau pendant une courte période. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la foule se perd. Elle pense que l'argent a perdu sa magie. Elle commence à changer d'actif. Elle commence à douter. Et c'est souvent à ce moment-là que le marché prépare le terrain pour le prochain envol de l'argent, car cela réinitialise le positionnement et apaise la dopamine. Parlons donc du ratio OR, argent en termes simples. Le ratio n'est pas un nombre magique, c'est pas une prophétie. C'est un thermomètre qui vous indique quel métal mène la danse. Lorsque le ratio baisse, l'argent gagne. Lorsque le ratio monte, l'or gagne. Dans les grands marchés haussiers des métaux précieux, le ratio a tendance à baisser avec le temps, car l'argent a généralement une performance plus forte plus tard dans le cycle. Mais cela ne signifie pas qu'il baisse en douceur. Il chute, puis rebondit, puis chute à nouveau. Et ces rebonds, ces petites reprises de l'or, peuvent être des opportunités si vous savez ce que vous regardez. Voici ce que j'observe. Après une forte baisse du ratio, vous obtenez souvent une pause où le ratio évolue latéralement de manière hachée. Pendant cette pause, l'or peut sembler plus fort, car l'argent se refroidit plus agressivement. Cette pause n'est pas la fin de l'histoire, c'est une réinitialisation. Maintenant, je vais contester une idée populaire qui circule: toute baisse du ratio est garantie de se poursuivre. Non, les ratios peuvent se stabiliser plus longtemps que les gens ne l'attendent. Ils peuvent même s'inverser pendant un certain temps si le marché entre dans une période de stress. Si les actions chutent ou si les écarts de crédit s'élargissent, l'or peut temporairement reprendre le leadership car il est considéré comme le refuge le plus conservateur. Donc, si vous construisez un vrai portefeuille, pas un portefeuille fantaisiste,
Vous respectez cette possibilité, vous ne vous accrochez pas à un seul scénario, et cela nous amène au grand chiffre rond qui obsède tout le monde. Lorsque l'or approche un seuil symbolique et que l'argent approche un seuil symbolique, la machine médiatique se réveille. Vous obtenez des prédictions dramatiques, vous obtenez des récits apocalyptiques, vous obtenez des histoires de c'est fini, vous obtenez des histoires de envolées vers la lune, et rien de tout cela n'est pour votre bénéfice. C'est du contenu. Les chiffres ronds créent du drame. Le drame crée des clics. Les clics créent des revenus publicitaires. Mais les chiffres ronds créent également un comportement réel du marché parce que les humains s'y ancrent. Vous avez des prises de bénéfices, vous avez des amas d'ordre stop, vous avez des prix d'exercice d'options avec un intérêt ouvert important et vous obtenez le genre d'action de prix qui semble irrationnel jusqu'à ce que vous vous souveniez que les marchés ne sont que des foules avec de l'argent. Alors oui, il ne me surprendrait pas du tout de voir une turbulence supplémentaire alors que l'argent se débat avec les grands plafonds psychologiques et que l'or continue de flirter avec ses propres zones de seuil. Il peut y avoir un faux mouvement, il peut y avoir une liquidation forcée. Il peut y avoir un pic soudain qui convainc à la fois les haussiers et les baissiers qu'ils avaient raison avant que le marché ne se retourne à nouveau. Prenons maintenant du recul, car c'est là que les gens ne voient plus la forêt à cause des arbres. Si vous ajustez les prix passés en fonction des changements de pouvoir d'achat, beaucoup de nouveaux sommets semblent moins extrêmes. Cela ne signifie pas que les mesures d'inflation sont parfaites. Elles ne le sont pas. Différents ménages connaissent une inflation différente et les chiffres officiels ne capturent pas toujours ce que les gens ressentent réellement dans leur vie quotidienne. Mais les graphiques ajustés restent utiles car ils vous empêchent de traiter un prix nominal comme la vérité absolue. Lorsque vous examinez l'argent sous cet angle, vous pouvez arguer que le marché n'est pas aussi surchauffé qu'il n'y paraît. Vous pouvez également arguer qu'une véritable phase d'explosion finale, si elle se produit, pourrait être bien plus spectaculaire que ce que nous avons déjà vu. Mais encore une fois, ne laissez pas cela se transformer en rêverie. Une phase d'explosion finale n'est pas une garantie, c'est une possibilité. Ce qui est plus concret, c'est ceci. L'argent est historiquement volatile et il a tendance à punir ceux qui le poursuivent tardivement, qui utilisent un effet de levier excessif et qui vendent en panique lors de la première correction difficile. Donc, si vous comptez vous impliquer sur ce marché, votre stratégie doit être conçue pour la volatilité et non contre elle. Permettez-moi maintenant de passer à un sujet dont la plupart des gens ne parlent pas assez. Il existe un métal qui est resté longtemps endormi pendant que l'or et l'argent occupaient le devant de la scène. Il n'est pas nouveau, il n'est pas à la mode, et parce qu'il n'est pas tendance, les gens l'ignorent. C'est précisément pourquoi il est important, je parle du platine. Le platine est étrange parce qu'il se situe à l'intersection de l'utilité industrielle et de la psychologie de la valeur refuge, mais il n'a pas la même mythologie culturelle que l'or. Il n'a pas non plus le même récit selon lequel les petits investisseurs peuvent facilement l'accumuler que l'argent. Il est donc laissé de côté dans la conversation. Et pourtant, le platine est rare, concentré dans quelques régions du monde et essentiel dans un certain nombre d'applications industrielles. Lorsqu'il se réveille, il peut bouger d'une manière qui choque les gens qui le croyaient mort. Voici l'observation clé. Il y a eu des périodes dans l'histoire où le platine se négociait avec une prime par rapport à l'or. Pas toujours, mais assez souvent pour qu'une longue période où le platine se négocie bien en dessous de l'or ne soit pas normale au sens historique. C'est une anomalie. Maintenant, cette anomalie garantit-elle un rebond? Non. Mais elle vous dit qu'il y a une énergie potentielle stockée dans l'écart. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal avec l'encombrement physique de l'argent, stockage, poids, transport, le platine peut être un moyen de concentrer la valeur sur une empreinte plus petite. Ce n'est pas mieux, c'est différent. Il a ses propres risques, mais il mérite qu'on s'y intéresse.
Je peux déjà entendre les objections. Le platine n'est pas un métal monétaire traditionnel. Bien, c'est l'argument. Et c'est en partie vrai au sens de l'histoire ancienne. Mais les marchés ne valorisent pas seulement la tradition. Ils valorisent la rareté, l'utilité et la demande. Dans un monde où les gouvernements accumulent les déficits comme si c'était un sport, où la dette s'accumule en plus de dettes et où le pouvoir d'achat continue de s'éroder, les gens cherchent des encres. L'or a été l'encre pendant des siècles. L'argent a été l'encre hybride, monnaie plus industrie. Le platine, à mon avis, est le retardataire qui est réévalué lorsque la foule réalise qu'elle a fixé son attention sur les trois mêmes actifs tout en ignorant un quatrième qui peut entrer en jeu. Revenons maintenant à l'argent, car c'est la partie qui décide si vous gagnez de l'argent ou si vous en perdez. Les gens s'inquiètent d'un krach parce qu'ils se souviennent des pics passés. La peur est compréhensible, mais le raisonnement selon lequel il doit s'effondrer comme la dernière fois est paresseux. Voici donc une vision plus nuancée. Oui, l'argent peut s'effondrer. Il peut chuter assez vite pour vous faire douter de votre bon sens. Mais la question est, quel genre de krach et pour quelle cause? Si le mouvement est principalement tiré par l'effet de levier spéculatif, alors les augmentations de marge et les liquidations peuvent déclencher une réaction en chaîne. C'est le schéma classique. Le prix monte, l'effet de levier s'accumule, les bourses augmentent les marges, les mains faibles sont forcées de sortir, le prix chute et le tout ressemble à un piège. Si le mouvement est tiré par une tension physique et une demande industrielle, alors l'effet de levier papier compte toujours, mais il ne contrôle pas entièrement la fin de partie, car les acheteurs réels ne disparaissent pas simplement parce qu'un graphique devient laid. Les fabricants ne peuvent pas dire à leur ligne de production: «Désolé, la bougie m'a fait peur». Ils ont besoin d'approvisionnement. Maintenant, je vais contester une affirmation qui est souvent répétée. Les augmentations de marge aident automatiquement le prix de l'argent parce qu'elles effraient les spéculateurs. C'est pas toujours vrai. Les augmentations de marge peuvent réduire l'écume spéculative, certes, mais elles peuvent aussi réduire la liquidité et amplifier les fluctuations. Elles peuvent forcer les positions longues et courtes à s'ajuster et elles peuvent rendre la couverture plus coûteuse pour les producteurs et les participants commerciaux. L'effet n'est donc pas unidirectionnel. Il dépend de qui est le plus exposé et qui est forcé de bouger en premier. Voici ce qui me semble plus fiable. Plus un marché reste en déficit, un déficit réel, pas un déficit de médias sociaux, plus la pression s'accumule pour que le prix rationne la demande ou incite l'offre, mais l'offre ne s'active pas instantanément. Les nouvelles mines prennent des années. L'obtention des permis prend des années. Le capital prend des années. Et une grande partie de la production d'argent est un sous-produit d'autres opérations minières. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement décider de produire plus d'argent comme vous pouvez décider de produire plus d'une matière première primaire. Cela dépend d'autres facteurs économiques. Ainsi, lorsque la demande est ferme et l'offre est rigide, vous obtenez une configuration où le prix devient le mécanisme d'ajustement. Et l'ajustement des prix est rarement doux. Pendant que nous parlons de la demande, permettez-moi d'ajouter un nouveau contexte que vous n'entendrez pas assez dans les vidéos tapageuses. La demande d'argent ne se limite pas aux personnes qui achètent des pièces de monnaie. C'est visible et cela compte pour le sentiment, mais la demande industrielle est l'épine dorsale. Les tendances de l'électronique et de l'électrification sont importantes. Le solaire est important. Les centres de données sont importants. L'utilisation médicale est importante. euh, et à mesure que les économies se modernisent, même à des vitesses lentes, l'argent n'est pas facilement remplacé dans de nombreuses applications en raison de ses propriétés de conductivité et de performance. Oui, il y a des efforts de substitution. Les entreprises essayent toujours de réduire les intrants coûteux, mais la substitution n'est pas instantanée
et elle s'accompagne souvent de compromis de performance. La période de transition peut donc être longue et c'est précisément le genre de calendrier qui produit une tension persistante sur le marché. Relions cela au ratio or-argent, car c'est là que réside le prochain élément de suspense. Si le ratio a baissé puis stagne, vous pourriez être tenté de penser que l'argent en a fini. Mais et si la stagnation était en fait la préparation de la prochaine phase? Et si la stagnation était le marché laissant l'or reprendre son souffle, attirant une catégorie différente d'acheteurs, puis rendant le bâton à l'argent plus tard, à une base plus élevée? C'est le scénario qui ne cesse de surprendre les gens, et c'est pourquoi je ne cesse de dire de ne pas confondre une pause avec un effondrement, de retour au marché. Il y a une autre couche qui compte ici, et c'est la macroéconomie. Lorsque les taux d'intérêt, les anticipations d'inflation et la confiance dans les devises commencent à se livrer une partie de bras de fer, les matières premières se comportent comme si elles étaient vivantes. Parfois, elles montent en flèche parce que les taux réels baissent. Parfois, elles chutent parce qu'une compression du financement force la liquidation. Parfois, elles évoluent de manière erratique parce que personne ne sait quelle sera la prochaine décision politique. Le fait est que les métaux précieux ne négocient pas en vase clos. Donc, si vous surveillez l'argent, gardez un œil sur les rendements réels, le dollar par rapport aux autres devises, le stress sur les marchés du crédit, et si les actions sont euphoriques ou craintives, car ces forces peuvent l'emporter sur les fondamentaux pendant de courtes périodes. Car si nous subissons un choc d'aversion au risque, l'argent peut être durement touché temporairement, même si la thèse à long terme reste solide. L'or a tendance à mieux résister dans ces moments-là parce que c'est le métal le plus sûr dans l'esprit du public. Cette différence est précisément la raison pour laquelle l'or peut mener pendant de courtes périodes au sein d'une plus grande phase haussière de l'argent. Maintenant, qu'en est-il des gens qui prennent des bénéfices aujourd'hui? Je ne suis pas ici pour blâmer quiconque de prendre des bénéfices. Si votre vie en a besoin, votre vie en a besoin, mais si vous vendez parce que vous avez peur d'une répétition de 2011, je veux que vous fassiez quelque chose. Écrivez les conditions exactes qui, selon vous, causeront cette répétition. Pas des intuitions, des conditions. S'agit-il d'une explosion de l'effet de levier, d'une liquidation due à la récession, d'un changement de politique qui renforce les rendements réels, d'une augmentation soudaine de l'offre? Si vous ne pouvez pas articuler le mécanisme, vous ne prenez pas une décision. Vous réagissez. Parlons maintenant de l'idée d'un plan de sortie, car c'est là que la plupart des gens n'en ont pas. Si vous achetez des métaux parce que vous croyez que les monnaies fiduciaires sont diluées, vous devez décider à quoi ressemble le succès. Le succès est-il un certain prix? Est-ce un certain pouvoir d'achat? Est-ce l'utilisation de métaux pour acheter d'autres actifs lorsque les ratios deviennent favorables? Certaines personnes parlent d'échanger de l'argent contre de l'or lorsque le ratio or-argent se comprime. C'est un cadre raisonnable. D'autres parlent d'échanger contre des actifs réels, terres, entreprises, investissements générateurs de revenus. Lorsque les métaux sont exubérants, il n'y a pas de réponse universelle. Mais ne pas avoir de plan, c'est ainsi que l'on devient la personne qui monte avec tout le mouvement, puis le voir redescendre jusqu'en bas. Et oui, j'ai dit redescendre, parce que tout marché haussier se termine. La question est de savoir si la fin survient après que vous ayez réellement atteint votre objectif ou si vous ne faites que collectionner des captures d'écran et des regrets. Revenons un instant au platine, car il est lié à l'histoire plus large. Si le platine commence à monter, il peut attirer des capitaux de personnes qui ont manqué le début de la hausse de l'argent, et il peut également signaler que le marché passe d'un comportement de valeur, refuge, à un comportement de réévaluation des matières premières. Ce changement est important car il a tendance à tirer l'ensemble du complexe, métaux de base, énergie et autres intrants rares, surtout si les anticipations d'inflation restent persistantes. Mais voici l'angle sceptique, car nous en avons besoin d'un. L'histoire du platine n'est pas garantie.
La demande industrielle peut fluctuer. Les tendances automobiles peuvent changer. La substitution entre les métaux du groupe du platine peut se produire en fonction des prix relatifs. Et si un ralentissement mondial frappe durement la fabrication, le platine peut prendre du retard plus longtemps que les gens ne l'attendent. Le platine est donc une opportunité, pas une certitude. Ce même scepticisme devrait également être appliqué à l'argent. Il existe une version de l'avenir où l'argent monte puis stagne longtemps. Il existe une version où un choc macroéconomique fait tout chuter. Il existe une version où les décideurs politiques freinent brutalement et les rendements réels augmentent, faisant pression sur les métaux pendant une période. L'objectif n'est pas de prédire parfaitement. L'objectif est de survivre et de rester positionné pour les résultats qui comptent le plus. Permettez-moi maintenant d'aborder la plus grande question émotionnelle à laquelle les gens sont confrontés. Si je conserve, suis-je gourmand? Non. Maintenir une position basée sur une thèse n'est pas de la cupidité. La cupidité, c'est refuser de définir le risque parce que vous êtes grisé par les gains récents. Alors définissez votre risque. Peut être est-ce une partie de votre stock que vous ne vendez jamais parce que c'est une assurance? Peut être est-ce une partie que vous tradez ou rééquilibrez activement? Peut être est-ce une partie que vous prévoyez de convertir en d'autres actifs lorsque les ratios atteindront votre zone cible? Quoi que ce soit, rendez-le réel car le marché ne protégera pas vos sentiments. Je souhaite maintenant apporter un élément de contexte supplémentaire qui change la façon dont vous interprétez ces mouvements. La chaîne d'approvisionnement de l'argent raffiné ne se limite pas à l'extraction. La capacité de raffinage, l'expédition, la fabrication et la frappe présentent toutes des goulots d'étranglement. Lorsque la demande augmente, les primes peuvent s'élargir même si le cours au comptant stagne. Ce comportement des primes est un indicateur. Il vous indique où se situe la tension, sur le papier ou dans le physique. Donc, si vous surveillez ce marché, ne vous contentez pas de regarder le prix au comptant. Prêtez attention aux primes, au délai de livraison et à la facilité d'approvisionnement. Ces frictions du monde réel peuvent être des signes avant-coureurs que le prochain mouvement se prépare. Je vais vous présenter un scénario qui pourrait sembler fou, mais c'est précisément le genre de scénario qui permet aux gens de gagner de l'argent. Imaginez que l'argent subisse une forte correction, les gros titres hurlent, les influenceurs disparaissent, les sections de commentaires se calment, et puis sans avertissement, ils refusent de continuer à chuter. Ils commencent à rebondir à partir de niveaux qui ne devraient pas tenir. Les primes restent tenaces, la demande industrielle continue de consommer et le ratio or-argent commence à se retourner à nouveau. C'est le moment où la prochaine étape peut commencer. Non pas quand tout le monde célèbre, mais quand tout le monde est épuisé. Alors que nous concluons, permettez-moi de relier toute cette histoire en un message simple. Ce n'est pas un trade de 10 jours. C'est un cycle en plusieurs actes. L'acte 1 est l'incrédulité. L'acte 2 est l'acceptation. L'acte 3 est l'excitation. L'acte 4 est la manie. La plupart des gens apparaissent à l'acte 3 et sont détruits à l'acte 4 parce qu'ils confondent émotion et stratégie. Votre travail consiste à rester ancré, à continuer d'apprendre et à éviter les deux péchés capitaux de ce marché, la panique et l'arrogance. Je vais vous laisser avec un dernier élément de suspense. Le prochain grand mouvement de l'argent ne s'annoncera pas poliment. Il se produira un jour où la foule pensera que l'histoire est à nouveau ennuyeuse et les personnes qui seront encore attentives seront celles qui détiendront le ticket lorsque la porte s'ouvrira. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Ce contenu est fourni à des fins éducatives uniquement et reflète des opinions, non des conseils financiers. Faites toujours vos propres recherches et tenez compte de votre situation personnelle avant de prendre toute décision d'investissement.